Thérèse a eu plusieurs vies. Il y a 25 ans, elle est alors âgée de 48 ans, Thérèse est religieuse dans un monastère de la ville de Fribourg. Quand soudain, un détail fait ressurgir tout un passé qu'elle avait profondément enfoui. Quelque chose qui arrive, à laquelle je ne m'attends pas du tout. Je suis au travail à la blanchisserie, et puis un drap passe qui est rayé rose et blanc. Et tout d'un coup, c'est, je sais pas, comme un malaise, comme si j'allais tomber. Et je réalise que ce drap est le même que les draps qu'on avait dans nos lits d'enfants à la maison. Et c'est vrai que je n'avais aucun souvenir d'enfance. Moi, il me semblait que ma vie, elle commençait, je sais pas, 7-8 ans peut-être. Donc, tout ça était avant. Thérèse entame alors une thérapie. Petit à petit, sa mémoire revient, le souvenir de l'inceste, abusé par son père, et sa mère qui ne fait rien pour l'en empêcher. Maman, que je voyais comme une araignée, avec des yeux partout, elle surveillait tout. Et elle couvrait le cochon, tel que je l'ai beaucoup représenté en thérapie. Votre papa? Papa, oui. L'inceste, un souvenir traumatisant, parfois refoulé, effacé de la mémoire de la victime et qui peut ressurgir des dizaines d'années plus tard. Le phénomène qui est observé, c'est l'amnésie traumatique. La personne va se dissocier de son vécu pour pouvoir continuer à vivre, une partie d'elle qui va continuer à fonctionner normalement et mettre de côté la partie dont elle a honte, et donc jusqu'à l'oublier. Et à un moment donné de la vie, un élément, une rencontre va nous activer, va être un facteur déclenchant et va nous faire revenir les souvenirs. Genève, le centre thérapeutique pour traumatismes causés par les agressions sexuelles. Un lieu de parole pour les victimes d'inceste qui se heurte souvent à la loi du silence qui règne dans les familles. Souvent, les victimes se retrouvent seules, dans le silence, à se taire. Et des fois, elles essaient de parler, mais elles ne sont pas crues. Et si la personne de confiance fait partie d'un groupe qui est très solide dans ses règles, je peux penser à des groupes religieux aussi, ou des groupes familiaux, ou des groupes sportifs, ou des groupes politiques, plus les règles du groupe sont fortes, et plus le groupe préférera l'équilibre du groupe plutôt que l'équilibre de l'individu. Thérèse a subi l'inceste dans les années 50. À l'époque, c'était un tabou encore plus fort qu'aujourd'hui. Une si belle famille, pour tout le monde. Parfaite, oui, mais j'ai pas l'air vraiment très heureuse. J'ai l'impression que c'est lui qui me tient. Vous dites une si belle famille, il fallait préserver les apparences, c'était important. Sauver la face, ça c'était le sujet. Enfin, on ne le disait pas. Mais c'est ce qui était vécu, c'était toujours apparaître bien. Si on allait tous ensemble, c'est si joli, ces trois filles, mignonnes, tout ce qu'on veut. Oui, sauver la face. Les trois filles, mon grand-père, ma grand-mère en arrière-plan. Une grande famille d'apparence si parfaite, mais qui cache de terribles secrets. C'est ce que raconte donc le livre de Camille Kouchner, dont la publication provoque une onde de choc et libère la parole. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour. Arnaud a été violé par un oncle au début des années 90. Mon prédateur, c'est effectivement un grand-oncle, un des oncles de ma mère, qui était prêtre missionnaire. À chaque fois qu'il séjournait en France, il venait dormir chez mes parents, dans ma chambre. Mes parents le faisaient dormir dans ma chambre. Et ça, vous le subissiez à plusieurs reprises entre l'âge de 8 et 11 ans. Exactement. C'est la première réaction de mes parents, par exemple, quand je leur ai dit, ça a été de dire « on s'est fait avoir ». Plutôt que me prendre dans leurs bras et dire « on t'aime, on est là pour toi », etc. Elle est significative, en fait, cette remarque. Moi, le grand-oncle en question, c'était quelqu'un en plus qui était prêtre missionnaire en Afrique, notamment au Gabon, qui a été dans plusieurs pays, et je l'ai su par la suite d'ailleurs, parce que m'a-t-on dit, il aimait bien les jeunes garçons, vous voyez ce que je veux dire, hein, dans la famille, certains savaient finalement, mais n'ont rien dit, parce que je pense que c'était en Afrique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là, donc il était déplacé. Ma mère, quand elle a eu la réaction justement de se dire, moi je me suis fait avoir, elle a appelé certains de ses cousins, eux-mêmes qui avaient été victimes finalement de cet agresseur-là,
parlait encore de la manière dont il présentait les choses, c'est-à-dire comme de l'éducation sexuelle. C'est terrible, c'est terrifiant. Rares sont les victimes qui parviennent à très vite briser le silence et surtout à être entendues. Léa est une jeune femme de 30 ans. À l'âge de 9 ans, elle est abusée par son grand-père. Mais elle en parle tout de suite à Margarita, sa maman. Le soir même, quand ma mère est venue me bercer pour me dire bonne nuit, je lui ai raconté tout de suite qu'il y avait eu quelque chose d'anormal qui s'était déroulé. C'est un sacré courage, ça. Ouais, ça me paraissait évident, en fait, de le raconter à ma mère à ce moment-là. Pourquoi évident? Il n'y a jamais eu de tabou dans notre famille. On a pu aborder toujours tous les sujets. C'était pas un échange dans le sens que c'est que l'enfant qui doit parler ou que l'enfant qui doit s'exprimer. Mes parents aussi me racontaient et me partageaient beaucoup de choses, sans tabou. Donc je pense qu'à ce moment-là, pour moi, c'était normal de partager ça. Margarita, quel courage, votre fille, hein? Elle est fantastique. Oui, du courage, mais je crois que ça fait plaisir de voir une telle maturité. Mais quel courage pour vous aussi, qui allez déposer plainte contre votre propre père. Alors ça, c'est vrai que déposer une plainte pénale, hein, puisqu'il s'agissait de pénal à l'époque, oui, déposer une plainte pénale, c'est avoir toute la famille contre soi. C'est ce qui s'est passé. Disons que là, pour le coup, des téléphones d'oncles dont j'avais jamais entendu parler depuis des années, de tout le monde. Comment tu vas envoyer un vieux monsieur en prison? Quelle horreur, quelle fille cruelle. Mais la fille cruelle, c'est lui qui est cruel. C'est lui qui m'a planté un poignard dans le dos. Et vos frères et sœurs, votre mère? Ça a été compliqué. La fratrie s'est explosée, mais pour des tas d'autres raisons. Vous savez, quand vous racontez la vraie vérité, et le courage de ma fille de me l'avoir raconté le jour même, quand vous racontez ce qui s'est passé, les lièvres sortent du bois. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait très bien, il n'y a pas un abus comme ça isolé. Non, un homme de 74 ans n'est pas un abuseur comme ça à 74 ans. Et en fait, on a découvert qu'il l'était depuis longtemps, qu'il l'a été avec une de mes sœurs. Donc quand je parle que les lièvres sont sortis du bois, c'est que petit à petit, les abusés se reconnaissent entre eux, petit à petit, les choses se disent, et il a fallu se battre contre l'omerta. Et votre père, qu'est-il devenu? Le procès aurait dû avoir lieu le 11 septembre 2002, procès qui n'a pas eu lieu car mon père est décédé le 2. Quand j'ai annoncé à ma fille que mon père était décédé, elle fait « Il s'est suicidé, maman ». Et je lui ai dit « En quelque sorte ». Ça fait plus de 20 ans, donc votre grand-père a abusé de vous. Est-ce que la plaie s'est refermée aujourd'hui? Ouais, elle se referme et puis elle se réouvre quand on va... à 30 ans, on peut constater des dysfonctionnements, où on a envie d'aller creuser. Comme je dis souvent, il faut descendre des fois à la cave. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Lausanne, l'espace de soutien et de prévention des abus sexuels. Bonjour, bienvenue à cette formation de prévention des abus sexuels. Une formation donnée à des enseignants. Objectif, comment identifier les cas d'inceste notamment, comment être à l'écoute des enfants, exercice à l'appui. Et travailler sur les exemples de situations qui pourraient se produire dans le cadre de votre activité. À la fin d'un cours, en fin de journée, un de vos élèves de 7 ans vous dit qu'il ne veut pas rentrer chez lui car il ne veut pas dormir dans le lit de son papa. Qui veut prendre la parole? Donc d'abord dans notre groupe on a pensé qu'on se sentirait très désabusé, on se demanderait comment réagir. Après avoir fait ce témoignage, forcément comme vous avez parlé avant, de partager ça avec quand on a commencé avec ma collègue il y a une quinzaine d'années, nous on donnait une dizaine de cours par année. Maintenant on est à 130 cours annuels et en gros 2500 personnes qui passent à travers nos cours. Il y a de grandes chances, si vous allez directement vers un enfant pour lui dire « Est-ce qu'il se passe ça ?», qu'il vous réponde « Bah non ». Bien sûr que non. Et la première réaction qu'il va avoir, c'est d'aller vers l'auteur pour lui dire « Vraisemblablement, quelqu'un se doute de quelque chose, mais je te jure que j'ai rien dit. Ne mets pas de menace à exécution. » Donc, de nouveau, on va se retrouver dans une situation qui est encore plus opaque que ce qu'elle était à la base. L'inceste, c'est une réalité qui est dans toutes les catégories de la population. Bien sûr, toutes les catégories. Il y a un biais où il y a une surreprésentation des catégories socio-économiques défavorisées.
mais c'est un biais induit dans le sens qu'on les remarque plus parce qu'ils ont moins la capacité de pouvoir les cacher. Pour les victimes d'inceste, encore faut-il pouvoir se relever. Celles et ceux qui ont accepté de témoigner dans ce reportage ont réussi à le faire. Arnaud a ainsi créé à Paris une association qui vient en aide aux victimes. Vous êtes l'un des rares hommes à avoir le courage de témoigner de ces abus d'inceste. Pourquoi ? Moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose aussi. Je combats une société qui veut renvoyer une forme de virilité aux hommes et qui nous impose aussi de ne pas parler. Un homme qui n'est pas capable, comme moi je l'ai souvent vécu finalement, de se défendre, souvent on le laisse un peu seul, vous voyez, en se disant il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une forme de culpabilité qu'il peut endosser ou qu'il doit assumer. Et moi je pense que non, je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a une société qui protège tous les individus, quel que soit finalement leur sexe. Margarita, elle, conserve dans un carton tous les documents sur l'agression commise par son père sur sa fille Léa. C'est à elle qu'elle le destine, à commencer par ce journal. Lundi 1er mai 2000. Léa, mon amour, ma fille. Aujourd'hui, je commence ce cahier pour toi, aujourd'hui aussi, mais pour toi pour plus tard. Je vais donc commencer cette histoire depuis le début. Je vais écrire toutes les étapes, je vais noter les discussions et aussi nos doutes et nos questions. Et c'est pour m'aider aussi que je décide de tout écrire. Tu vois, finalement, ce cahier que je disais être pour toi est aussi égoïstement pour moi. Je t'aime, ma fille. Bonne lecture. Maman, Margarita. Quant à Thérèse, elle a fait beaucoup de chemin. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de votre père aujourd'hui ? C'est tranquille. Paix à son âme. Il est parti, voilà. Parfois, même, je l'appelle au secours. Suite à cette prise de conscience des abus sexuels que vous avez subis, petite fille, vous avez quitté les ordres. Pourquoi ? Parce que j'ai pris conscience que mon choix de départ n'était pas vraiment libre. Dans le cours de la thérapie, j'avais quand même découvert, en l'ayant lu dans un témoignage de quelqu'un d'autre, que des abus pouvaient amener à la réaction inconsciente ou putain ou bonne sœur. Et putain, je ne connaissais pas, quoi. Je venais d'amis qui n'en parlaient pas. Donc voilà, j'ai cru faire un choix totalement libre, mais en fait... quelque part au fond de moi, il ne l'était pas. Et vous, finalement, vous êtes occupée de petits-enfants, vous êtes occupée d'une crèche ? Une maternelle, oui. J'ai eu l'occasion, 3 ans après la sortie, j'ai repris la maternelle. On a fait passer de très, très belles années. Et pour moi, c'était important, travaillant avec des petits, d'insister avec l'équipe, on était bien tous d'accord sur ça, sur la sécurité affective des enfants. Là, je suis assez contente du travail effectué pendant ces années-là, oui. Et prendre soin de ces enfants, c'est quelque part prendre soin de cette petite fille que vous étiez, que personne n'a protégée à l'époque ? Oui, oui. La petite fille, je l'avais beaucoup retrouvée pendant la thérapie, donc oui, prendre soin d'enfants, c'est tellement important.